Bonjour, bienvenue dans le média Le Grenier, le podcast qui donne la parole aux entrepreneurs et entreprises qui font l'immobilier au sens large. Peu importe le domaine, investissement locatif, promotion, travaux, crowdfunding, tokenisation. Mon but est simple, c'est d'avoir une conversation pour découvrir leur univers dans les moindres détails. Je m'appelle Mickaël et je suis le cofondateur de la société Green Living. On accompagne les particuliers à investir dans l'immobilier locatif. Nous sommes spécialisés dans la rénovation énergétique. En clair, les passeurs thermiques n'ont pas de secret pour nous. Alors si vous voulez découvrir le parcours de nos invités, leur motivation, comment ils font, abonnez-vous et rejoignez-moi dans cette conversation. Et cette semaine, j'ai le plaisir de recevoir Pierre Caumartin, le cofondateur de la startup Gapello. Avec Pierre, j'ai voulu creuser le sujet, la thématique des impayés dans l'investissement locatif. C'est un sujet qui parle à énormément d'investisseurs, qui fait peur à énormément d'investisseurs, et vous allez voir que leur concept est assez révolutionnaire dans ce registre, puisqu'en fait, il permet de sécuriser son investissement locatif en anticipant toutes les étapes des impayés. Mais on va aussi voir que Pierre a un parcours assez atypique dans le monde de l'immobilier. Il a un gros bagage dans ce domaine-là, et je vous laisse découvrir parce que c'est un parcours assez inspirant. Aujourd'hui, je suis en présence de Pierre Caumartin, le cofondateur de Gapello. Du coup, j'ai voulu recevoir Pierre parce qu'en fait, Pierre est dans le monde de l'immobilier, mais aussi et surtout, et d'ailleurs, il va me reprendre ou pas, mais plutôt dans les impayés de loyer. Vraiment cette verticale-là. Et j'avais envie de creuser ce sujet-là avec Pierre parce qu'ils ont digitalisé tout le parcours et surtout, il y a quand même des avantages que j'ai vus, notamment la garantie squat. Il y a pas mal de choses que j'ai vues, d'ailleurs pas ailleurs. Et j'avais envie de creuser ce sujet-là avec Pierre. Mais bon, Pierre, déjà, pour commencer, comme tout bon podcast, présente-toi, dis-nous qui tu es, d'où tu viens, on veut tout savoir. Oh là là, que de questions. Bonjour, Mick. Écoute, moi, je suis issu de l'immobilier depuis 30 ans maintenant. J'ai fêté mes 30 ans l'année dernière. Donc, je suis un vieux senior, effectivement, comme on peut le dire Oui. dans l'immobilier. Parcours bref, moi, je me destinais à être notaire. Voilà, je me destinais à être notaire. Je me suis ennuyé pendant mes semestrialités. J'ai eu de la chance d'avoir des parents qui avaient plein d'activités. Et mon papa m'avait dit à l'époque, tu feras jamais carrière, c'est pas possible. Tu t'ennuies beaucoup trop. J'ai un petit cabinet d'administration de biens. Il y a 3 personnes, ça gagne pas d'argent, ça perd pas d'argent. Si tu veux regarder, va regarder. Et si tu veux t'amuser, amuse-toi. Et ça a été le déclic. C'était le déclic. On était en 1993, donc tu vois, c'était effectivement il y a 31 ans, aujourd'hui. Et c'était le déclic. Pourquoi? Parce que j'ai découvert un monde que je ne connaissais absolument pas, avec des attentes et des besoins clients qui paraissaient simples et naturels, dans un monde qui était pourtant très, on va pas dire très corporate si tu veux, mais très très suranné, dans le sens où on ne parlait pas de clients, hein, on parlait d'un copropriétaire, on parlait d'un propriétaire, on parlait d'un locataire. On ne parle pas client. Hein, les attentes et besoins, c'est quelque chose qui a été étranger à toute la profession. Hein, on cherchait à leur vendre un service tel qu'avaient pu l'imaginer les professions libérales, parce que c'est des professions libérales de l'époque. Il faut savoir que dans les années 90, c'était le début en fait de l'industrialisation du métier, hein, puisque c'était notamment l'émergence du groupe, hein, du groupe Foncia, hein, Foncia avec Zetty, qui lui a vraiment eu une approche client. Hein, il était issu de l'hôtellerie, lui, à la base, donc la notion client, ça lui parlait beaucoup, et industriel. Donc on était vraiment sur le début d'une grosse révolution. Et j'ai effectivement eu cette appétence par rapport à ce métier, compte tenu avec le client qui était au cœur effectivement de la solution. Donc ça, c'était en 93. Moi, j'ai quitté l'entreprise familiale, puisque c'était une entreprise familiale, hein, ça appartenait à mon papa. Je l'ai quitté en 2003, c'est-à-dire 10 ans plus tard, et nous étions 30. Hein, donc de 3 à 30 ans, c'était une belle réussite professionnelle. Alors pourquoi je l'ai quitté? On va te dire, j'avais beaucoup appris par moi-même. Sauf que c'est très bien d'apprendre par soi-même, mais il faut également aller apprendre chez les autres. Ouais, Hein, on peut pas tout, on peut pas. J'avais besoin intellectuellement de grandir, j'ai besoin de me faire pousser, etc. Et donc en 2003, j'ai été recruté à ce moment-là par le groupe Vendôme Rome, qui est disparu depuis. Hein, mais pourtant à l'époque c'était le troisième groupe français. J'ai été recruté par le groupe Vendôme Rome comme président de région, puis président des régions. Et qu'est-ce qu'il faisait Vendôme Rome, ça? C'est quoi comme boîte? De l'administration de biens. Il faut savoir que
En Ombrome, on avait les marques Urbania sur l'immobilier résidentiel, on avait la marque Adial sur l'immobilier entreprise, on avait la marque Ufirem sur les SCPI, et il y avait également le réseau La Forêt qui était propriété du D'accord. groupe. AOS pour tout ce qui était space planning, donc vraiment un 360, un gros acteur effectivement de la place, de la place à l'époque. Et j'ai énormément appris dans ce groupe. J'ai rencontré quelqu'un qui a été un vrai mentor et qui m'a pris sous son aile et qui m'a poussé. Qui m'a pas fait de cadeau, c'était pas le but du jeu, mais qui m'a poussé, qui m'a fait grandir, et j'ai été moi directeur général opérationnel du groupe 4 ans après être arrivé. Donc D'accord. Ouais, une sacrée opportunité, un sacré gap. c'était une superbe opportunité, et ça m'a permis de grandir. Et une de ces plus grandes leçons, ça a été de me dire et de me faire comprendre, ta seule limite, c'est toi-même. Arrête de te arrête de te mettre des contraintes qui n'existent pas. Les contraintes, elles viendront après. Libère-toi les. Donc, et ça, c'est une des grosses leçons, effectivement, que m'avait enseigné mon mentor. Tu, Qui est tu décédé. peux tu peux le nommer, mais je ne sais pas si Oui, tu le souhaites. c'était Michel Moubayad. D'accord, ok. Michel Moubayad. Le garçon était architecte de formation, avait un doctorat en finance, un doctorat en psycho, un doctorat une énorme tête, quelqu'un qui Ouais, adore modéliser, qui adorait modéliser, et un des gros capitaines d'industrie de l'immobilier, effectivement, il y a 30 ans. Donc j'y suis resté, moi, 10 ans. Alors pourquoi pas plus ou pas moins? Pas moins parce que j'avais beaucoup à apprendre, et puis pas plus parce que le groupe a été repris par un fonds d'investissement qui a vendu le groupe par département, donc la partie résidentielle, immobilier d'entreprise, etc. Puis quand vous êtes à ce niveau de poste, vous allez accompagner jusqu'au bout, puis vous savez que vos mois ou vos trimestres sont comptés. ouais, C'est c'est normal, ça sûr. fait partie ça fait partie du jeu. Donc j'ai accompagné jusqu'au bout. Ça s'est très bien passé. J'ai quitté le groupe en juillet 2012. Le temps passe très très vite. En juillet 2012, je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Je remonte quelque chose, je me réintègre ailleurs, et j'avais toujours cette fibre entrepreneuriale qui m'a pas lâché les 10 ans passés dans ce groupe. D'ailleurs, pour ça qu'on s'entendait très très bien avec mon mentor qui était le président du groupe. Parce que quand tu es entrepreneur, effectivement, tu vas de l'avant. Tu t'arrêtes jamais. Tu es toujours en train de créer, tu es toujours en train d'avancer, et tu n'arrêtes pas. Donc ça n'a pas manqué. Je l'ai quitté en juillet 2012, et en septembre 2012, j'avais recréé une autre structure dans l'administration de biens toujours, la structure qui s'appelait Sofinity à l'époque, qui faisait de la gestion immobilière. Voilà. J'avais un très gros carnet d'adresses. Normal, quand on est à ce niveau de poste, on se connaît tous dans la profession. Et tout le monde a répondu présent parce que tout le monde me connaissait mon savoir-faire, ma probité. Et quand on travaille correctement avec tous les acteurs pendant des années, et qu'il n'y a aucun coup tordu, et qu'à chaque fois vous avez été régulier et produit, et avez répondu aux attentes, on continue à vous faire confiance. C'est ce qui s'est passé. Donc, Sofinity, c'est une structure qui faisait de la gestion immobilière, et on s'était notamment spécialisé dans l'immobilier neuf. Savoir qu'à D'accord. l'époque, on était sur la fin du cellier, avant donc les dispositifs Duplo, Pinel, etc. Et j'avais anticipé plutôt l'évolution du marché avec le boom effectivement de l'investissement locatif dans le neuf, et donc l'accompagnement des promoteurs, des conseillers en gestion de patrimoine, et tout ce petit écosystème. Et ça a très très bien marché, puisqu'effectivement, on a été tout de suite identifié comme le référent de la place et du secteur partout en France. Tu leur proposais quoi comme service qui a fait. Uniquement de la gestion locative, mais spécialisée dans le neuf. D'accord. Ok. Si tu veux, la cliente Madame Michu qui habitait Rouen et qui investissait à Tours, on accompagnait Madame Michu qui habitait Rouen et qui avait investi dans son T2 à Tours, à Montpellier, à Toulouse, ou à tout ce que tu veux, peu importe. Donc on avait des clients, on avait monté une organisation très industrielle, si tu veux, en s'appuyant sur un certain nombre de partenaires identifiés partout en France, de façon à pouvoir avoir des relais opérationnels et commerciaux, donc un maillage sur tout le territoire pour accompagner correctement les clients. Et comment tu faisais là, justement, parce que ces relais partenaires, c'était quoi? C'était à l'époque, c'était pas vraiment du freelance, quoi, comme on peut le dire aujourd'hui. Comment tu t'étais structuré? C'était des agents immobiliers, c'était des professionnels installés. D'accord. C'était des professionnels installés. La particularité pour nous, c'est qu'on avait
on avait tout un mode opératoire qui était parfaitement calé et calibré, avec le discours commerciaux qui allait bien. Les agents immobiliers, bah, ils ont besoin, comme tout le monde, d'avoir du business, hein, parce qu'il faut manger, il faut payer les factures et payer ses collaborateurs. Et on avait cette chance-là d'apporter un volume d'affaires conséquent et récurrent auprès de ces agents. Donc, on faisait un partage d'honoraires, ce qui était tout à fait normal, hein, mais il n'empêche pas moins quand un agent immobilier dans une ville donnée, on prenait contact avec lui, on lui expliquait le mode opératoire et on lui disait, ben voilà, tu as 25, 30 ou 40 logements qui arrivent à la location en mars du mois prochain, par exemple, quand on est au mois de décembre. Ça l'interpelle. Et puis lui dire derrière, mais vous savez, toutes les relocations que vous aurez sur le secteur, naturellement, on va vous les confier. Et s'il y a de l'arbitrage client, naturellement, on fera appel à vous. Donc c'était un volant d'affaires qui était régulier. Donc les D'accord. accompagner le client aux pré-réceptions, aux réceptions, toute la partie commerciale de commercialisation locative du bien, si tu veux. Et c'était du gagnant-gagnant. C'est un peu Donc, un fonctionnement de nourrice, non? Aujourd'hui, on appelle ça nourrice. non, pas du tout. Non, non, pas du tout. On Non? était une véritable structure d'administration de biens. Donc, les mandats étaient tenus par nos soins D'accord. avec la carte gestion immobilière. Et derrière, on déléguait en fait la commercialisation locative aux agents locaux. D'accord. Ok, je comprends. Aux agents locaux tels qu'ils sont. On les identifiait. Donc, il y avait un travail d'identification de l'agence, de notoriété également, parce il convenait de travailler avec des agents qui avaient une bonne réputation sur le secteur. Parfois des agents qui venaient de se lancer, mais sur lesquels on avait une belle résonance en termes d'échange. On savait que ça matcherait, si tu veux, avec le client, parce que le but du jeu, c'était quand un client investit en immobilier locatif, il rêve. Il rêve sur son investissement locatif. Il commence à se mettre en panique le jour où on lui annonce qu'il va recevoir les clés. Et le but du jeu pour nous, c'était de continuer à le faire rêver. Pourquoi tu Hein. dis qu'il rêve, hein? C'est quoi ton expérience là-dessus? Si tu dis ça, c'est que pourquoi il rêve, hein? Il rêve parce que généralement, les vendeurs ont vendu un produit sans aucun problème, sans aucune anicroche. Globalement, quand on te vend un produit immobilier comme un livret de caisse d'épargne, le but du jeu pour nous est d'expliquer aux clients que l'immobilier, c'est vivant. Ah ouais, c'est pas du tout ça, hein. Exactement. Que l'immobilier est vivant et qu'il y a certaines grandes étapes qui vont être qui sont attendues, sur lesquelles on va l'accompagner. Et globalement, c'était tout un travail didactique. Ce sont des primo-investisseurs, pour la plupart, donc qui découvrent ce que c'est. Et notre gros travail commercial en amont, si tu veux, c'était le travail didactique vis-à-vis du client, de façon à ce qu'il ne soit pas surpris, de tout ce qui va se passer. Tu as par exemple des clients qui te disent, mais les charges de copropriété, c'est le locataire qui paye. Ah ouais. Ben non, oui, non, les charges de copropriété, c'est le propriétaire qui paye et il en récupère une partie sur le locataire. C'est pas tout pour le locataire. Donc ça, on avait un certain nombre de vendeurs en défiscalisation qui obéraient, si tu veux, alors pas par mauvaise foi, bien évidemment, mais par plutôt méconnaissance qu'autre chose. Globalement. Et puis une fois qu'ils avaient fait leur vente, il n'y avait plus personne au téléphone, si tu veux. Ils avaient fait leur boulot, ils avaient vendu leurs produits. Ouais. Donc le but du jeu pour nous était de prendre la main du client, de l'accompagner jusqu'au bout. Et comme on lui a vendu du rêve, entre guillemets, en lui expliquant que globalement, l'administration fiscale, dans sa grande bonté, allait participer à 90% à son taux d'effort financier et qu'il aurait 40 euros ou 100 euros par mois à verser, il faut le continuer à le faire. Non seulement à le faire rêver, mais dans une réalité, si tu veux. Le but du jeu, c'est pas de démentir ce qui a été fait à l'époque, c'est d'expliquer le discours commercial qui a été tenu à l'époque et comment ça va se passer en pratique. Une chose idiote, tu prends les réductions d'impôts. Les réductions d'impôts, ça tombe pas tous les mois. Par contre, ton crédit, il tombe tous les mois. Ouais. Donc, expliquer effectivement cette temporalité, etc. Donc, tu penses pas que ça a quand même aussi un peu contribué un peu à la mauvaise image un petit peu du cellier, de tous ces dispositifs, de ce manque d'accompagnement, parce que j'ai l'impression de ce que tu me dis de ton expérience, c'est qu'en fait, on leur explique pas l'après, le dispositif fiscal, et je pense que les gens le comprenaient, c'est ce qui attirait les gens d'ailleurs, mais c'est cet accompagnement-là, c'est vraiment criant. Je ne me doutais pas d'ailleurs que c'était aussi criant de manque d'accompagnement. En tout cas, c'est comme ça que je le vois.
Et de ton expérience? Alors, mon expérience, les dispositifs sont bons parce que les dispositifs ont pu répondre à un besoin de construction de logements. Globalement, tous ces investisseurs-là ont participé à la construction de logements partout en France et avec ce On est besoin, d'accord. besoin client. Il faut savoir qu'aujourd'hui, on a près de, je crois que c'est, le dernier chiffre, c'est 560 000 logements en construction par an qui sont nécessaires pour pouvoir faire face à l'évolution démographique sur les 30 prochaines années. On est très très loin, hein. On est très très loin. Donc tous ces dispositifs-là, depuis près de 30 ans, ont contribué effectivement à l'accompagnement de la construction. Donc ça c'était un bon point. Les vendeurs de produits, ils vendaient effectivement un produit de défiscalisation entre guillemets, en disant mais c'est l'État dans sa grande bonté qui va vous financer la majeure partie effectivement de votre investissement locatif. C'était à nous d'expliquer que ça se passait pas tout à fait comme cela, même si c'était même s'il y avait un fond de vérité. Donc ces gens-là découvraient, c'est des primo-accédants pour la plupart. Ces gens-là découvraient, et comme je te le disais tout à l'heure, le but du jeu pour nous, c'était véritablement de les accompagner, qu'ils se sentent en confiance et qu'ils soient sereins sur leur investissement locatif. D'ailleurs, nous avions près de 30% de nos clients qui renouvelaient leur investissement dans les 5 ans. D'accord. Ah oui, c'est propre, ouais. D'accord. Donc, ça veut dire que non seulement ils avaient compris, ils avaient adhéré, ils avaient percuté la pertinence effectivement de ce type d'investissement et ils recommençaient. Ils se rapprochaient de nous, ne voulant pas faire de concurrence en fait aux conseillers de patrimoine ou aux vendeurs de produits immobiliers. Nous, on est gestionnaires à la base. Ces gens-là nous apportent effectivement des clients au fur et à mesure. En aucune façon, on a voulu monter une plateforme de vente de produits immobiliers. Donc, on les renvoyait vers leur conseiller en gestion de patrimoine d'origine, ou s'il n'existait plus, vers d'autres conseillers, effectivement, qui étaient bien notés chez nous, notamment en termes d'accompagnement client. Donc voilà, ça c'était mon expérience sur Sofinity. On a très très bien marché. Et juste avant le Covid, on a vu arriver la crise. On a vu arriver la crise. En fait, on a vu arriver la crise au moment des dernières élections municipales. D'accord. Mais comment tu as pu déterminer, ou vous avez déterminé ça? Quels étaient les signaux faibles? Ça fait 30 ans que tu es dans le métier. Ouais. Les crises, hein, les crises, on en a fait quelques-unes. Je crois que celle-ci est la troisième que je vis sur ma carrière. Donc, ce sont des cycles. Et à chaque fois, on a des cycles, on a des signaux avant-coureurs, effectivement, des crises. Bon. Les signaux avant-coureurs, ils étaient doubles. La première, on avait la fin annoncée du dispositif Pinel qui marchait très très bien. Hein, et il n'y avait pas de volonté politique à l'époque de mettre en place un nouveau système tout aussi accommodant. Donc on savait qu'on aurait eu un ralentissement du marché. La deuxième chose, au moment des élections municipales, on a énormément de mairies en France qui ont mis le coup de frein sur la délivrance des permis de construire. Déjà à l'époque, en 2020, c'était. Les élections municipales, je crois que c'est même 2019, le temps passe très très vite. Hein. Ouais, c'est vrai que je ne me rends pas compte. Mais ok, d'accord, ouais, non, mais je vois, ouais. Donc on a un certain nombre de mairies dans les grandes agglomérations qui ne délivraient plus de permis de construire dans l'attente effectivement de la tenue des élections municipales. La problématique des promoteurs, c'est la temporalité. Hein. Pour pouvoir vendre un produit, il faut identifier un terrain, déposer un permis de construire, qui soit accepté. Une fois que le PC est accepté, faire tes grilles de vente, commercialiser ton produit avant même qu'il soit sorti de terre. Globalement, il s'écoule 3 ans et demi. Hein. Eh oui, c'est ça. Or, et dès l'instant que tu as un coup de frein, tu sais que l'année, 3 ans et demi plus tard, tu vas avoir un creux. Tu vas effectivement avoir un creux. Donc, on avait une très très belle histoire. La fin des dispositifs fiscaux annoncés, plus le creux qui était annoncé, ça faisait beaucoup. Ça faisait beaucoup. Alors, derrière, on a autre chose qu'on n'avait pas anticipé, effectivement, c'était toute la crise du. Bancaire. Non, pas la crise bancaire, mais juste auparavant, la crise sanitaire avec toute l'histoire du Covid, qui nous a mis par terre, parce que pendant cette période-là, on ne construisait plus. Ah ouais. C'est idiot, mais les chantiers étaient à l'arrêt. Hein, donc, on avait déjà perdu 9 ou 10 mois pendant les élections municipales. On reperdait encore. Alors, on ne savait pas que la crise Covid aurait perduré aussi longtemps. On est quand même resté en lockdown quasiment 9 mois. Hein.
Ah, ouais, tu dis lockdown, je vois ce que tu veux dire, mais même moi, je pense plus. D'ailleurs, c'était tellement à l'arrêt sur beaucoup de choses que l'inertie, comme tu disais tout à l'heure, l'inertie en plus dans le bâtiment neuf, elle est pas de 2 mois, hein. C'est donc avant que le paquebot se remette à tourner et qu'il soit en rythme de croisière. Et d'ailleurs, il n'est jamais reparti pour moi, d'ailleurs. C'est effectivement jamais reparti, mais bon, tout ça, c'était du temps perdu, entre guillemets, sur un cycle de construction. Donc ça rajoute effectivement à la temporalité. Et la crise Covid, l'économie a été sous perfusion. À un moment donné, il fallait bien arrêter cette perfusion. Et ben, on a vu ce que l'on a vu derrière. Ça a entraîné effectivement euh, toute la crise financière qu'on a pu avoir derrière. Alors, la crise financière avait d'autres causes également, hein, mais c'est une des causes, effectivement. Tout n'est jamais simple et il n'y a jamais une réponse à une question. Il y a toujours des questions à une réponse et réciproquement. Donc on s'était dit ça va pas bien. Ce qu'on n'avait pas du tout anticipé, c'est ce qu'on vit aujourd'hui, c'est-à-dire la profondeur de la crise, Ah de ouais. la et l'inertie qu'on peut avoir sur le marché tel qu'on connaît aujourd'hui. En tout état de cause, à notre niveau, on avait une très très belle histoire avec une croissance astronomique. Très belle marque, une très belle image, très belle performance financière. L'entreprise fonctionnait très très bien. Et avec mes associés, on avait une idée en tête depuis un moment déjà. C'est toujours répondre aux attentes et aux besoins de nos clients. Et il y a une attente et un besoin de nos clients que l'on entend que moi j'entends depuis 30 ans. Il faut savoir que 60% des investisseurs locatifs ont besoin de leurs revenus locatifs avant le 5 du mois pour pouvoir payer leur crédit. Ouais. C'est bête, hein, mais Ah, c'est un constat marché. quand tu investis, tu sais que tu peux, en plus, il y a une petite chose, mais souvent tu as raison, c'est le 5 parce que les gens n'y pensent pas, mais tu peux moduler un petit peu ta date de paiement de crédit. Mais tu le fais jamais parce que c'est pas quelque chose que tu penses, mais ce que tu dis, c'est exactement ça. C'est effectivement le 5 la majorité du temps Voilà. où ta mensualité tombe. C'est le 5 du mois. Et les investisseurs locatifs, notamment les primo-accédants, n'ont pas de marge de manœuvre financière. Donc, dès l'instant qu'il y a un Ouais. décalage, ils les mettent par terre. Hein, parce que généralement, ils ont également le crédit de leur appartement ou de leur maison où ils habitent qui est à rembourser, plus le crédit de l'investissement locatif qui est à rembourser. Donc, le taux, le, la disponible de trésorerie, si tu veux, est très très tendue et il ne faut pas qu'il y ait d'anicroche. Donc ça fait 30 ans qu'on a un certain nombre de clients qui nous demandent est-ce que notre locataire a payé. C'est pas normal. C'est pas normal. La problématique, si tu veux, la problématique de l'administrateur de biens ou du gestionnaire immobilier, c'est que de par la réglementation, il n'a pas le droit de régler le propriétaire tant que le locataire n'a pas réglé. Il n'a pas le droit de faire d'avance de fonds. C'est D'accord. interdit. C'est interdit. Alors, si le locataire est en défaut de paiement et que tu as souscrit une assurance loyer impayé, bah, naturellement, une fois que l'assurance a indemnisé, tu peux payer ton propriétaire. Mais en tout état de cause, tant qu'il n'y a pas d'argent rentré, tu n'as pas le droit de payer. C'est la raison pour laquelle les gérants immobiliers, si tu veux, payent généralement leurs clients fin de mois. Les décomptes de gestion sont faits fin de mois pour le mois, pour le mois en cours. Et puis, quand tu gères en direct, sans passer par un professionnel de l'immobilier, euh, je connais peu de locataires qui te règlent aujourd'hui le premier, le 2 ou le 3, si tu veux. Hmm. Pourquoi? Parce que le temps d'encaisser son salaire, ses pensions, ses allocations, tout ce que tu veux, bon, ok, il y a forcément un petit décalage. Et le petit Ouais. décalage, si tu n'as pas la trésorerie pour le faire, il faut réussir à l'amortir. Donc ça, c'était un premier constat. On dit, il y a un besoin marché qui est exprimé, ça fait 30 ans que je l'entends, il n'y a pas de réponse, effectivement, sur ce besoin marché. Donc ça, c'est la première des choses. La deuxième chose, c'était sur la fluidité du marché locatif. Aujourd'hui, enfin, c'est moins vrai aujourd'hui, mais il y a encore quelques années, quand tu recherches un candidat locataire, tu le fasses seul ou que tu passes par une agence où tu es souscrit une assurance loyer impayé, on va demander au candidat locataire qu'il ait son CDI qui aille bien, avec ou sans période d'essai si tu es un peu large, qui gagne allez, 2,7, 2,8, 3 fois le montant du loyer. Super, super, impeccable. Voilà. Euh, Sauf que tu as près de 40, je crois que les dernières publications d'URSSAF, tu as près de 48% des contrats de travail signés aujourd'hui, ce sont des CDD. C'est énorme. Ouais.
Je connaissais pas la stat, mais je savais que c'était plus important que ce qu'on disait. Près d'un sur deux. Ouais. Donc c'est près d'un sur deux. Plus c'est sur la moyenne d'âge qui nous intéresse, puisque c'est la moyenne d'âge jusqu'à 35 ans, si tu veux. Près d'un sur deux de jeunes actifs est titulaire d'un contrat à durée déterminée et non pas un contrat à durée indéterminée. Donc ça veut dire que techniquement parlant, tu as près d'un jeune actif sur deux qui a les moyens de payer parce qu'il a des revenus réguliers, mais il n'a pas le bon papier. Ouais. C'est stupide. C'est pas contribuer à la fluidité du marché. Et il a les revenus. Hein, il a les revenus, mais il n'a pas, pas les bons papiers. Donc ça, c'était le premier constat sur la fluidité du marché locatif. Le deuxième, c'est de se dire, le sacro-saint CDI, ça veut dire quoi? Ça veut dire que globalement, le candidat, on est certain qu'il va avoir un emploi à vie, qu'il va avoir des revenus à vie. Bah, tu prends les publications de Pôle emploi, sur la tranche d'âge 18-34 ans, tu as 80% des contrats de travail qui sont dénoncés dans les 12 mois à l'initiative de l'employeur ou du salarié. D'accord, c'est énorme. C'est énorme. Donc tu te dis, ok, le sacro-saint CDI, on n'en parle plus. Enfin, ça ne veut plus rien dire. Bon. Tu as également une autre émergence, c'est l'émergence effectivement des travailleurs indépendants, qui sont de plus en plus nombreux, hein, de par les réglementations qui ont facilité notamment le statut auto-entrepreneur, etc. Alors ces gens-là, l'accès au marché locatif, encore plus compliqué. Hein, ils n'ont même pas de CDD, ils n'ont pas de CDI, ils dépendent de leurs clients potentiels. Impossible. Enfin, ils sont même écartés, je te dirais. Pourtant, ces gens-là ont les revenus. Ah oui, plus que les CDD et CDI d'ailleurs. Ils ont les revenus, mais ils n'ont pas le bon papier. Ouais. On marche sur la tête. À un moment donné, tu te dis, c'est pas possible. Et quand tu vas regratter en plus, tu te dis, mais ces gens-là, quand ils sont au chômage, qu'est-ce qui se passe? Bah, la durée moyenne pour retrouver un job, publication Pôle emploi, c'est 8 mois. D'accord? Sur cette tranche d'âge, toujours. Donc la tranche d'âge locataire, hein, c'est globalement jusqu'à être primo-accédant, c'est avant 40 ans. Bon. C'est 8 mois. Bon. Donc, si tentais de te dire que si tu as cotisé suffisamment à Pôle emploi et qu'il te reste encore 12 mois de droit, il n'y a pas de risque. Ah oui. Mathématiquement parlant, il n'y a pas de risque. Donc tu te dis, d'un côté, on a les propriétaires qui ont besoin de louer vite, et bien pour pouvoir percevoir leur loyer avant le 5 pour pouvoir payer leur crédit. De l'autre, on a des candidats locataires. On n'avait pas anticipé la complexité du marché, on en reviendra tout à l'heure, tel qu'on la connaît aujourd'hui, mais on a des candidats locataires avec un marché du travail qui a évolué, qui ont les revenus mais pas les bons papiers. C'est pas possible. Et le rapport de confiance entre les deux, c'est est-ce que tu vas me payer correctement? Et de l'autre côté, pour le locataire, est-ce que tu vas me le louer et est-ce que tu vas pas me faire de soucis à la sortie? Il faut savoir que 80% des actions de justice des locataires portent sur la non-restitution du dépôt de garantie ou la restitution partielle du dépôt de garantie ou la contestation des retenues sur le dépôt de garantie. C'est une jolie problématique. Ah ouais. C'est une jolie problématique. Et on n'avait pas trouvé de solution marché répondant à l'ensemble de ces problématiques. On a un certain nombre d'acteurs, notamment en FinTech, qui cherchaient à adresser le marché en élargissant un petit peu les critères sur les candidats locataires. On a des FinTech qui ont cherché à proposer de l'assurance à la place du dépôt de garantie. Il y a eu plein d'idées, si tu veux, mais pas de choses qui ont percuté, à ma connaissance aujourd'hui, sur le marché. Non pas qu'on a trouvé la solution magique et incontournable. Il faut toujours être humble et surtout qu'on se remet toujours en cause. Donc, le client, il évolue, le marché, il évolue tout le temps. Donc, il faut être focus client, focus marché et pouvoir adapter son produit en fonction des attentes et besoins. Donc, il faut sécuriser le propriétaire, il faut sécuriser le locataire, il faut participer à la fluidité du marché locatif, il faut rétablir la confiance entre les deux. Et puis le propriétaire, tu parlais de la garantie un peu particulière tout à l'heure. Le propriétaire, sa problématique à lui, c'est de relouer le plus rapidement possible quand le locataire s'en va. Il ne faut pas qu'il y ait d'anicroche. Imagine si le logement est squatté au moment de la relocation, c'est une énorme anicroche. Et pourtant, c'est quelque chose qui est anecdotique.
à l'échelon national, même si ça fait les choux gras de la presse quand ça peut arriver, qu'on en parle beaucoup. Mais quand tu prends les publications en fait, du ministère de l'Intérieur, je crois que de mémoire, on est à moins de 200 cas par an sur toute la France quand il ne s'agit pas de squat de cave, de parking et de... voilà. Alors que ces 200 cas avec des dossiers qui ne sont pas résolus dans les 6 mois à compter du dépôt de plainte. Donc on est vraiment sur des problématiques qui sont anecdotiques en tant que telles, mais psychologiquement traumatisantes. Voilà, il faut accompagner dans ce type de choses. Donc notre réflexion à nous, ça a été de se dire, donc à la fin en plein milieu, enfin à la fin avant la crise Covid, on a une très très belle histoire. Le marché est en train de changer. On a des attentes et des besoins sur le marché qui ne sont pas résolus. Notre boulot à nous, c'est de tenter de répondre tout au moins à l'ensemble de ces attentes et besoins, et pour pouvoir proposer au marché effectivement une solution quelque peu novatrice et disruptive. C'était la philosophie de Gapello que l'on a lancé 3 ans après, puisqu'il nous a fallu 3 ans pour développer le produit, tant d'un point de vue juridique, puisqu'il a fallu monter toute la structure juridique effectivement du produit, puisque je vais revenir sur ce que l'on fait naturellement, mais quand un produit n'existe pas sur le marché, c'est qu'il y a des barrières à l'entrée qui peuvent être techniques, technologiques, juridiques, tout ce que tu veux. Donc il faut les mettre par terre. Ou tout au moins, il faut les résoudre. Et puis ensuite, technologique, parce que c'est pas beau, c'est bien effectivement d'avoir trouvé la solution juridique à tous tes problèmes, mais il faut le mettre en musique pour que l'expérience client et le parcours client soient la plus fluide et agréable possible. Et c'est pour ça que j'ai voulu t'avoir, parce qu'en fait, comment on appelle ça, toutes les assurances comment dire, de GLI, tout ça, donc tout le monde connaît. Mais j'avais l'impression que vous, sur Capello, ce que vous faites, et tu reprends moi, mais c'est un mix entre dossier facile. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une constitution de dossier, c'est un peu une agence d'État, une start-up d'agence d'État, comme ils aiment bien se définir, pour constituer ton dossier. Alors, ça ne valide pas la véracité d'un dossier, mais en tout cas, ça te permet de checker dans un seul endroit tous les documents officiels pour étudier un dossier. Voilà, c'est comme ça que je le vois. Un peu un mélange de garantie visale, un peu de mélange de loyer impayé. J'ai l'impression qu'en fait, vous aviez coché beaucoup de cases. Et je me disais, comment c'est possible de cocher beaucoup de cases? En sachant que le slogan un petit peu m'a interpellé, c'est normal, hein, mais c'est le risque de zéro impayé. Et ça, comme investisseur, moi, à titre personnel, c'est bien évidemment une punchline qui m'a intrigué. Et je veux creuser ça. C'est comment Gapello, Pierre et son équipe font. Est-ce que derrière, je fais appel à Gapello, ceux qui récoltent les loyers, c'est eux qui sont garants de tout et je m'occupe de plus rien. J'ai juste mon loyer, je dis une bêtise, le 5 du mois, et je m'occupe de plus rien en termes de paiement de loyer. Exactement ça, et c'est presque ça également, parce que comme je t'ai dit, les choses sont jamais blanches, jamais noires, toujours écrites, hein. Ça, c'est le monde. Le monde est comme ça. Pour revenir sur, je vais t'expliquer dans le détail la solution Gapello. Pour revenir sur Dossier Facile, Visal et les assurances loyers impayés. Bon, Dossier Facile, c'est un portail qui a été mis en place effectivement par les startups d'État. C'est de façon à permettre à un candidat locataire de déposer ses pièces à un seul endroit et de pouvoir transférer son dossier à un bailleur potentiel. La seule problématique en fait de Dossier Facile, c'est une espèce de gros jet où tu pousses ton dossier. En termes de contrôle des pièces, c'est plus que léger. Il n'y en a pas, hein. Il y en a pas, hein. J'ai regardé, je me permets juste de le préciser, on l'a étudié, il n'y en a pas. C'est juste effectivement, comme tu dis, une grosse jet, donc une gestion externalisée des documents qui permettent, voilà, mais bon. Alors, pour corriger quelque peu, il y a un tout petit contrôle qui est effectué sur les avis d'imposition quand ils sont déposés. Ah oui, parce que tu as verif.com. D'accord, ok. Via le verif.com ou .fr, j'imagine. On contrôle la véracité de l'avis d'imposition qui est déposé. S'il a été déposé, si tu ne le déposes pas, on ne te le demande pas. Par contre, tout ce qui est fiche de salaire et autres, ils vont juste vérifier. Tu vas juste déposer ta fiche de salaire, tu vas cocher, il y a une fiche de salaire, ok, ça s'arrête là. Après, si tu l'as fait tout seul dans ton coin sur Word, on n'ira pas regarder. Hein, donc c'est vraiment une grosse gêne. La garantie Visal, c'est une garantie d'État qui fonctionne bien, qui a un joli succès aujourd'hui. La seule chose, c'est que elle s'adresse pas à tout le monde.
puisque la définition même de cette garantie, c'était de pouvoir permettre aux plus précaires, si tu veux, d'accéder au marché locatif en rassurant, entre guillemets, le propriétaire. Ça fonctionne un petit peu comme une assurance. Le locataire, pour tes auditeurs qui ne la connaissent pas, les locataires s'inscrivent, demandent un certificat à Visal en disant de façon à prouver qu'ils sont éligibles. Une fois qu'ils sont éligibles, c'est très très bien. Le bailleur qui souhaite signer avec le locataire en question va le déclarer à Visal. Si le locataire ne paye plus son loyer à partir du deuxième mois, va déclarer le sinistre à Visal. Et là, le parcours du combattant commence un petit peu comme d'habitude avec les assureurs loyers à payer. On envoie tous les papiers, on espère que tout se passe bien, de façon à ce qu'ils prennent en charge. Et ils ne prennent pas en charge, d'ailleurs, ad vitam aeternam, c'est limité dans le temps et dans la durée, même si ils te disent que ils couvrent pendant la durée du bail. Oui, ils couvrent pendant la durée. La garantie existe pendant la durée du bail, mais l'indemnisation, c'est pas toute la durée. C'est pas toute la durée du bail, malheureusement. Puis il faut savoir que comme pour les garanties de loyer impayé, on avait je crois que c'était Ben Elsem qui avait publié ce rapport il y a quelques années, qui avait lui mis en évidence que près d'un investisseur sur deux qui souscrivait une assurance loyer impayé n'était jamais indemnisé en cas de sinistre. Il y a tellement de clauses. Bah, t'as tout compris. T'as tout compris. En fait, il y a une chose qui est tout bête, et c'est là-dedans que se prennent les pieds dans le tapis les investisseurs. En termes de mise en demeure, tu as tes bailleurs particuliers, tu as un locataire. Ton locataire, il n'a pas payé. Qu'est-ce que tu fais? Première chose que tu vas faire, c'est que tu vas prendre ton téléphone, tu vas appeler ton locataire. On est le 5 ou on est le 7, tu n'as toujours pas payé, ton loyer. Ah, mais j'ai eu un petit souci, j'ai un petit décalage ce mois-ci, ce sera réglé dans 8 jours. Mon employeur a eu du retard, je suis tombé malade, enfin, peu importe, les choses qui peuvent arriver, si tu veux, sans remettre en cause naturellement la véracité des propos du locataire. Sauf que dans ton contrat, il est précisé noir sur blanc que ta mise en demeure, elle doit être faite par lettre recommandée le 12 ou le 15. Le 17, il n'a pas payé, tu n'as pas fait ta lettre recommandée. Ah ouais, le mois suivant, tu arrives à un mois de loyer impayé plus ton nouveau mois en cours. Tu dis, bon, c'est pas grave, j'ai mon assureur, je vais faire ma déclaration de sinistre. L'assureur va te demander la mise en demeure avec l'accusé de réception. Je ne l'ai pas fait. L'assureur va te dire, écoutez, je suis désolé. Ouais, c'est les procédures. Les gens sous-estiment ça. Voilà, donc l'assureur, en fait, garantit un risque. L'assureur garantit un risque et il fallait supprimer ce risque. Donc, quelle est la solution Gapello? La solution Gapello, c'est une superbe promesse qu'on a mis en pratique. Donc, ce n'est plus une promesse aujourd'hui, puisqu'elle est vendue et les clients c'est une super promesse de dire aux clients, on va vous aider à louer plus vite, mieux, on va vous alléger sur tout ce qui est tâches administratives, on va supprimer le risque locatif, vous percevrez votre loyer le premier du mois, quoi qu'il arrive, quelle que soit la situation du locataire. Que le locataire paye le 3, le 5, le 25 ou jamais, c'est plus votre problème, vous serez toujours payé le premier jour du mois. Excellent. Excellent. Là, comme ça, franchement, tout le monde signerait. Franchement, là, je me dis, tout le monde signe. Mais tu vois, par exemple, moi, pour un T1, T2, je vois, pour un appartement, je le vois, tu vois. Mais il y a l'émergence du co-living, il y a l'émergence de la colocation. Est-ce que c'est la même chose? Parce que tu n'as pas à faire la même typologie de gens, tu n'as pas à faire la même typologie de loyer. Est-ce que ça s'adresse à toutes les stratégies d'investissement comme celle qui est là? La solution Gapello aujourd'hui est disponible pour les locations en résidence principale uniquement, vide ou meublée. D'accord, ouais, donc c'est ce qu'on fait nous au quotidien d'ailleurs, oui. Absolument. Donc la location saisonnière, temporaire, le bail code civil, la résidence secondaire, tout ça on ne couvre pas. D'accord. Pas aujourd'hui. La colocation, volontairement, on n'y a pas mis les pieds, sauf bail solidaire. Alors pourquoi on n'y a pas mis les pieds? C'est simple, c'est en termes de partage de responsabilité. Si tu veux, dans une colocation, chacun loue sa chambre, puis tu as des espaces communs. Si tu as des dégradés communs, qui est-ce qui est responsable? C'est la chambre 3, la chambre 4, la chambre 1? C'est ce que nous, on a eu des problèmes, mais mineurs, à chaque fois, c'est des problèmes mineurs. Mais c'est l'exemple que tu donnais tout à l'heure, c'est qu'en fait, nous, on discute avant, on fait de la médiation avant même de faire des procédures. On fait on ne veut surtout pas faire de procédure, justement, parce qu'on fait vraiment, on croit à la
et à chaque fois, à 100% des cas, c'est comme ça. C'est à la bonne conscience de la personne de dire oui, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Et si vraiment c'est un tort partagé, ça se partage. Mais on Ouais, ouais. discute avant. Quand tu as un organisme financier qui garantit l'indemnisation immédiate des dégradations, tu as intérêt à savoir où tu mets les pieds, hein, parce que c'est pas moi, c'est les panou-panou. Ouais, c'est quand même toi qui payes. Donc à un moment donné, comme tout organisme financier, tu as un recours à exercer parce que bah, tu n'es pas une association à but non caritatif, comme dirait l'autre. L'argent n'est pas gratuit. Hein, on a connu l'argent gratuit en Covid, là c'est fini. Il y a plus, il y a plus- il sort forcément de quelque part. Hein, et pour pouvoir sortir de quelque part, quand il y a une bêtise qui est faite par qui que ce soit, bah, il faut pouvoir recouvrir effectivement le sinistre auprès de la personne qui, alors la personne ou son assureur, hein, peu importe, hein, la personne qui est responsable. Donc aujourd'hui, Gapello, c'est uniquement location vide, location meublée, et pour ce qui est colocation, on fait de la colocation avec les baux solidaires. Ok. Derrière, ils sont tous responsables de tout, comme ça on a pu discuter, si tu veux. Quel est le parcours Gapello? Aujourd'hui, quand tu es propriétaire bailleur, tu t'inscris sur Gapello en ligne directement. On va vérifier ta qualité. Donc, quand je te dis que ta qualité, c'est qu'on va naturellement vérifier. On a un gros travail sur ce qu'on appelle le KYC, si tu veux. Le but du jeu pour nous est de nous assurer que la personne qu'on a en face de nous est la bonne personne. Donc, on va te demander ta pièce d'identité, on va vérifier ta pièce d'identité, on va te demander ton adresse mail, ton numéro de téléphone que l'on va vérifier également, on va te demander ton titre de propriété ou ton dernier avis de taxe foncière. Ça a l'air idiot, mais aujourd'hui, il y a une méfiance. Le contexte locatif est compliqué. Il y a malheureusement des gens malhonnêtes qui passent des annonces qui sont purement bidons, si tu veux. Et le but du jeu pour nous, c'est lorsqu'un candidat locataire répond à une annonce passée par un propriétaire, en passant par nous, il est certain que c'est le vrai propriétaire du logement. Hein, donc, il n'y a pas qu'il y ait pas d'ambiguïté par rapport à ça. Et comme on est un organisme financier, tu imagines bien qu'en termes de transparence, on fait très, très attention à tout cela. Donc, tu t'inscris, tu vas justifier ta qualité. Une fois que tu as signé ton contrat Gapello, sachant qu'il n'y a pas de frais comptabilisés avant l'entrée dans les lieux du locataire, donc t'es bien si tu veux, tu vas pouvoir inviter directement sur Gapello autant de candidats locataires que tu veux. Tu vas juste rentrer le prénom, le nom, l'adresse mail des candidats que tu as sourcés, soit par le biais de petites annonces, soit dans tes connaissances, soit sur les plateformes type Log Service ou autre. On est d'ailleurs partenaire de Log Service sur les recherches de locataires. C'est gratuit pour les bailleurs. Donc, tu rentres ton nom, le prénom, l'adresse mail de ton candidat locataire. La plateforme prend immédiatement contact avec les candidats et on constitue le dossier. Le bailleur n'a plus à s'embêter avec je demande les pièces, je demande ceci. Non, rentrez juste le nom, le prénom, l'adresse mail. Le reste, on s'en occupe. C'est vous qui relancez. On s'occupe de tout. On s'occupe de tout. C'est-à-dire que le candidat locataire reçoit son invitation pour déposer son dossier candidat locataire. Alors, c'est le dossier classique, hein, tel qu'il est prévu par le décret. On ne va pas demander plus, on ne va pas demander moins. Tout simplement, si tu veux. Donc, il dépose l'ensemble de ses pièces et nous certifions les dossiers candidats quand ils sont complets en 2 heures. Donc, on est hyper réactif en termes de certification de dossiers de candidats sur des critères qui sont assez larges, hein, puisque, comme on a vu tout à l'heure, ça ne sert à rien de demander un CDI alors que le CDI n'existe plus. Enfin, ça ne sert à rien de demander ceci. Alors, ce qui nous intéresse, nous, c'est la capacité qu'a le candidat locataire à pouvoir honorer effectivement son règlement, enfin ses obligations financières dans le temps. Alors, Donc comment vous faites pour sécuriser ça? on va demander, on a fait un énorme travail en fait. C'est un travail d'actuariat. Hein. On a des analystes qui ont travaillé sur ce type de choses, donc pour la maîtrise des risques. Et ce que l'on demande aujourd'hui aux candidats locataires, on va demander en fait que les revenus des 3 derniers mois représentent au moins 2,7 fois le montant du loyer, pas 3 fois. Hein, pas 2 fois, parce qu'un taux d'effort de 50%, c'est très très compliqué. Si tu mets la moitié de ton revenu dans ton loyer, il ne va pas te rester grand-chose après pour vivre. Surtout, généralement, quand tu fais ça, c'est que tu n'as pas 15 000 euros par mois. Hein. Quand tu as 15 000 euros par mois, tu mets 7 500 euros dans ton loyer, il te reste 7 500 pour vivre. En admettant que c'est après impôt, il te reste encore un peu. Mais malheureusement, la France, c'est pas comme ça. Le revenu moyen, c'est un peu plus de 2 000 euros net. Hein. Donc, bon. Ouais. Et c'est effectivement compliqué. Donc, on va demander que les revenus des 3 derniers mois représentent au moins 2,7 fois le montant du loyer. On prendra en considération l'ensemble des allocations également, perçues par les candidats. Alors, on pondère de 50% les allocations. Pourquoi on les pondère? C'est un revenu, hein, mais la problématique de ce revenu, c'est que la plupart du temps, il n'est pas saisissable. Ouais.
Voilà, donc si tu as un incident, bah, tu prends ta boîte de Kleenex, tu dis il a des revenus, mais ça tombe dans sa poche et ça tombe pas dans la mienne. Donc c'est un peu, c'est effectivement un petit peu compliqué. Donc on les pondère à 50%. On prend pas le RSA. Voilà, les gens qui sont juste titulaires ou allocataires du RSA, je suis désolé, tout comme Visa d'ailleurs qui prend pas le RSA et pourtant Ouais. c'est une sociale par excellence, bah, ils les prennent pas en considération. Et bah, le RSA est insaisissable. Donc quand tu n'as que des revenus insaisissables, globalement, tu peux faire ce que tu veux comme bêtise si tu n'es pas sérieux. Tes créanciers peuvent pas faire grand-chose vis-à-vis de toi. Hein, donc 2,7 fois le montant des revenus. On va également demander un avis d'imposition, sauf si c'est un premier emploi, ce qui est tout à fait normal. Et qu'idéalement, le dernier avis d'imposition, on est 2,18 fois le montant du loyer. Enfin, globalement, qu'il ait gagné l'année dernière, allez, la moitié du loyer annuel, quoi, si tu veux. D'accord. Ça, c'est dans l'idéal. Et puis, on va regarder le reste à vivre. Hein, le reste à vivre, pourquoi Si un cas pratique qui va parler à tes auditeurs, tu gagnes 2100 euros par mois. Tu es dans la moyenne des Français qui gagnent 2100 euros par mois. Super. Un logement qui te plaît à 700 euros par mois. Bah, globalement, tu gagnes 3 fois le montant du loyer. C'est bien. Tout à fait, ouais. C'est Ouais. bien. Bien. Bon. Tu as 5 enfants à la maison et tu as une femme. Ouais. Ta femme, elle ne travaille pas parce qu'elle s'occupe des enfants. C'est du boulot, 5 enfants à la maison. Je, Déjà deux, je te dis, c'est du boulot. je doute malheureusement qu'avec 2100 euros par mois, allocation comprise, tu puisses subvenir aux besoins de toute la famille et payer ton loyer à 700 euros. Et malheureusement, tu n'y arrives pas. Hein, voilà, malheureusement, tu n'y arrives pas. Le locatif privé, enfin, le marché locatif privé sur ce type de loyer, on va au sinistre. On va au Ouais. sinistre. On avait fait nos analyses en statistique. On avait effectivement mis en évidence que la première cause de sinistre, c'était le taux, le reste à vivre qui était insuffisant, en dépit du fait qu'ils respectaient les critères des assureurs. C'est pas, bon, ça sert à rien. Hein, donc le but du jeu, c'est de prendre plus de monde, ou de permettre à plus de monde effectivement de devenir locataire, tout en respectant des critères de prudence qui sont les critères de bon sens. C'est pas le Voilà, tu es juste là pour faciliter les choses et pas contribuer à mettre les gens dans l'embarras. Parce que si tu as loué ton appartement à 700 euros à quelqu'un qui gagne 2100 euros, qui a son épouse, s'occupe des enfants avec 5 enfants, finalement, tu ne lui as pas rendu service. Parce qu'il va se retrouver dans la mouise derrière, parce qu'il va pouvoir faire face à ces échéances, donc il va se retrouver endetté, il va se retrouver. Tu contribues malheureusement à un système qui est pas bon. Donc, une fois que tu as invité tes candidats locataires, on les certifie en 2 heures. Sur ton espace Gapello, tu suis effectivement l'évolution des dépôts de dossiers, etc. Tu as la possibilité de valider le dossier de ton choix, donc qui est certifié. Donc, tu vas aller cliquer sur « Je souhaite valider ce candidat-là ». Tu vas t'être mis d'accord avec ton candidat locataire sur la date d'effet du bail. La plateforme rédige immédiatement le bail. Il n'y a rien à faire, il n'y a rien à remplir. Elle met en signature numérique entre le locataire et le propriétaire. D'accord. Il n'y a rien à remplir. D'accord ? Préalablement, avant la signature, on t'aura bien sûr demandé de déposer tes diagnostics. Hein, et nos outils vérifient effectivement la validité des diagnostics. Tu sais qu'il ne faut pas que le logement soit indécent énergétiquement, etc., etc., etc. Donc tout ça, on check. Hein, tout ça, on accompagne, si tu veux, le propriétaire sur ces points-là. Donc tu signes ton bail avec tous les annexes obligatoires qui sont bien là. Une fois que le bail est signé par toutes les parties, on va te mettre à disposition un outil, donc c'est une application que tu téléchargeras sur ta tablette ou sur ton smartphone, qui est un outil d'état des lieux, qui va permettre de prendre des photos, mettre des commentaires, etc. En fait, pour que l'état des lieux soit structuré, cadré, propre, et qu'il n'y ait pas de litige. Le but du jeu pour nous, c'est d'éviter les litiges à terme entre le bailleur et le locataire éventuel. Donc ce type d'outil permet effectivement de structurer nos clients. C'est assez didactique, hein, c'est ludique comme une application, c'est ludique. Ils font leur état des lieux, ils font leurs petites photos, mettent leurs commentaires, ils signent sur le téléphone avec le locataire ou la tablette, peu importe, ça marche très très bien. Ils remettent les clés au locataire et à partir de ce moment-là, c'est nous qui payons au propriétaire le loyer le premier jour du mois, quoi qu'il arrive. On est un intermédiaire de paiement. Les flux financiers passent par notre organisme. C'est-à-dire, D'accord. le 25 de chaque mois, le bailleur va recevoir son avis de paiement pour le mois suivant. Nous sommes le début mars aujourd'hui. Le 25 mars, tous nos clients bailleurs vont recevoir leur avis de paiement pour le loyer du mois d'avril. Le 1er avril, avant 10 heures du matin,
tous les loyers sont sur les comptes bancaires de nos bailleurs. Top. Ah ouais, Le 25, parallèlement, on va avoir émis sur les clients locataires les avis d'échéance, les quittances, les gestions des allocations logement avec la CAF. Et ouais, on s'occupe de ça aussi, bien évidemment. Les recouvrements éventuels. Le bailleur, il s'en occupe plus. Le bailleur, il a juste à percevoir son avis de paiement de loyer pour le loyer du mois suivant. Alors, ok. Donc, c'est pas mal. Et j'ai pas terminé. Ah, vas-y, je te laisse terminer parce que j'ai des questions. J'ai des questions. J'ai pas terminé. Donc, que le locataire paye le 3, le 5, le 15, le 25 ou jamais, c'est plus le problème du propriétaire, c'est le nôtre. Puisque le propriétaire, il est toujours payé, quoi qu'il arrive, sans limitation, sans condition, pendant toute la durée du bail et ses renouvellements éventuels. En clair, tu as compris, dès l'instant qu'on a certifié un candidat locataire, on s'engage à payer le loyer à sa place et on paye le loyer à sa place. Et on recouvre effectivement les sommes derrière. On est la première garantie de paiement de loyer, on est le premier intermédiaire de paiement entre bailleurs et locataires. C'est existant dans les affaires. Mais on l'a réadapté effectivement au droit civil dans le cadre du structure du produit que l'on a fait. Sur l'accompagnement derrière, lorsque tu vas recevoir ta régulation de charge de la part de ton syndic, tu vas la déposer sur Gapello. Gapello va s'occuper d'effectuer la régule de charge sur ton locataire. Le plus, le moins, etc. Tu n'as plus à t'en occuper, on s'en occupe directement. Lorsque tu reçois ta taxe foncière, tu la déposes et on va te payer ta taxe d'ordure ménagère, on la récupérera sur le locataire. Lorsqu'on est aux périodes de déclaration de revenus, ça va arriver bientôt, on envoie les bordereaux récapitulatifs à nos clients puisqu'on a toutes les informations financières de façon à leur faciliter la tâche. En aucune façon, on n'est pas une agence immobilière, dans le sens où on ne représente pas le client, on ne prend pas de décision pour le client, on ne s'engage pas pour le compte du client, on ne conseille pas le client. Rien, on est juste un organisme financier, on fait de l'intermédiation de paiement. Mais on met les outils à disposition de façon à te simplifier effectivement ta vie de bailleur. Le jour où le locataire donne congé, c'est ton locataire donc qui te donne congé à toi. Pas à nous, puisque le bail il est fait entre toi et le locataire. Nous, on est juste l'intermédiaire de paiement. Le jour où le locataire donne congé, on te remet à disposition l'outil d'état des lieux, tu fais ton état des lieux de sortie, tu vas noter les différences entre le avant et le après. Et là, on a un outil magique, puisque notre outil, s'il y a des dégradations, va chiffrer les dégradations. En tenant compte également de la grille de vétusté qui est annexée au contrat Gapello, qui est annexée au bail. On est en toute transparence. Effectivement, le but du jeu, c'est que ce soit le plus transparent possible. Donc, tu as un chiffrage de dégradation qui apparaît. Le locataire et le propriétaire signent l'état des lieux sur l'application. On va indemniser immédiatement le bailleur et on va se retourner derrière sur le locataire pour le remboursement des dégradations éventuelles. Alors, si c'est inférieur au dépôt de garantie, c'est facile. Si c'est supérieur au dépôt de garantie, c'est un peu plus compliqué pour nous parce qu'on a un recours à faire effectivement envers le locataire. En tout cas de cause, le bailleur, il a été indemnisé 48 heures après. Et le locataire, au moment de son état des lieux, une fois qu'il a remis les clés, en règle générale, je crois qu'on est à 72 heures aujourd'hui dans le délai de remboursement du dépôt de garantie. Donc, il n'y a plus de litige entre le locataire et le propriétaire par rapport à ce point-là. Et une fois que tu es en relocation, si ton logement est squatté, tu vas porter plainte, tu vas déposer ton récépissé de dépôt de plainte sur l'espace Gapello. À partir de ce moment-là, on va te payer comme si c'était un véritable locataire et on prend en charge la procédure d'expulsion. Voilà, sur le papier, là, ça donne envie de signer quand même, non? Par contre, Va voir les avis Google, les clients sont contents. alors, j'ai pas regardé les avis. Moi, généralement, quand j'invite quelqu'un, je regarde le moins de choses possible. Je regarde deux, trois trucs pour quand même avoir un ordre d'idée, mais je regarde un peu le parcours. Mais j'essaie de moins pas trop me polluer avec l'actualité qui est passée ou quoi. Donc, du coup, c'est vrai que je peux poser des questions des fois un peu naïves. Et il y en a une que je me pose, alors peut-être que. Mais le fonds de roulement, c'est-à-dire pour payer les gens, comment vous faites? C'est-à-dire que, parce qu'aujourd'hui, là, je ne sais pas si vous communiquez sur des chiffres, mais vous avez combien de lots à aujourd'hui? Parce que On a un peu plus de 5000 clients. 5000 clients? Absolument. On a lancé la solution sur le marché il y a un peu moins de 2 ans. On a un peu plus de 5000 clients aujourd'hui. D'accord. Donc, c'est qu'il faut un sacré fonds de roulement. C'est-à-dire que, en fait, vous avancez l'argent et vous le récupérez auprès du locataire. Et vu qu'il y a un défaut de paiement, parce que. La structure, si tu veux, quand tu montes ce type de produit, il faut que tu arrives à maîtriser tes risques de tous les côtés. Ah oui,
les risques sont portés par notre. C'est une superbe promesse, hein, sauf que les risques sont portés par notre organisme. Donc, il faut absolument que l'on arrive à maîtriser ces risques. En l'hypothèse, je ne sais pas, on a une crise majeure en France, tu as 20% des locataires qui se mettent à plus payer. On fait comment? Parce que notre promesse, on s'est engagé vis-à-vis. Et les flux financiers, tu les gères comment? Hein, toujours pareil, hein, c'est bien beau de payer, mais l'argent gratuit, ça n'existe pas, comme on disait tout à l'heure. Donc, il faut avoir le volant de trésorerie pour le faire. La gestion des flux de trésorerie, on a une ligne, est assurée aujourd'hui par la Caisse d'épargne. Donc notre partenaire bancaire, c'est la Caisse d'épargne qui nous assure la gestion des flux de trésorerie. Donc, pour répondre à ta... En gros, vous avez un découvert à 0% d'intérêt qui vous permet d'avoir cette fluctuation. Alors, c'est pas exactement comme ça, mais les flux de trésor, effectivement, sont gérés directement par la Caisse d'épargne. Et l'ensemble des risques locatifs que nous portons, puisque nous portons effectivement tous les risques locatifs, nous sommes assurés, on est assurés par trois assureurs de la place qui nous couvrent effectivement l'ensemble de nos risques. Pourquoi trois? Pourquoi parce que on est dans une logique de prudence, si tu veux. Hein, un assureur, tu travailles avec un assureur, ça se passe bien. Ton assureur, pour une raison X ou Y, dans sa stratégie, dit ce secteur-là ne m'intéresse plus, dénonce ton contrat. Tu fais quoi? Oui, c'est sûr. Voilà. Donc, la règle de prudence, c'est toujours de répartir ses œufs, hein, dans différents paniers. Hein, toujours imaginer le pire pour vivre le meilleur. C'est ce que m'apprenait mon mentor. Donc, on prévoit tous les cas de figure et tous les scénarios possibles, y compris les plus catastrophiques, de façon à pouvoir faire face si d'aventure il y avait un incident, quelconque. Si tu veux, pas être pris au dépourvu. C'est ça. Ouais, je comprends. Mais du coup, vos clients, c'est uniquement des bailleurs privés. Il n'y a pas d'agence en marque blanche ou d'agence même pas en marque blanche. C'est que des bailleurs privés. Voilà. Aujourd'hui, la solution Gapello est déployée uniquement ce qu'on appelle en B2C, c'est-à-dire à destination des bailleurs privés. On a de plus en plus d'agences immobilières qui nous sollicitent pour bénéficier de nos services, notamment sur tout ce qui est validation ou certification des dossiers candidats, rédaction des actes, mise à disposition des outils qui vont bien, parce que derrière, ils ne gèrent pas. Je ne parle pas des agences qui font de la gestion. Derrière, ils ne gèrent pas. Ils ont des bailleurs privés qui leur demandent de trouver la garantie qui va bien. Et l'agence se dit, oui, mais attendez, si je passe par ces gens-là, globalement, ils me font tout mon boulot. Ils ne me prennent pas d'honoraires. Donc, moi, ça m'allège opérationnellement. Et le client est heureux et satisfait d'ailleurs parce qu'il a la garantie qu'il pouvait souhaiter. Donc, on a de plus en plus, effectivement, de clients de clients professionnels dans ce sens-là. On est en train d'adapter les parcours à destination de ces gens-là de façon à ce qu'un bailleur puisse inviter effectivement une agence immobilière, que l'agence immobilière ait seule la main sur l'ensemble du parcours, mais qu'on prévoit dans nos modèles de transparence également. On aime bien que les gens soient au courant de tout, si tu veux. Donc le but du jeu, c'est que le bailleur a délégué la location à une agence, c'est très très bien, mais qu'il puisse suivre également toute l'évolution, tout le flux, qu'ils puissent savoir que il y a un dossier qui a été déposé, à quel stade il est, l'agence s'apprête à le valider, comment, pourquoi, etc., 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 etc. Donc on travaille. Donc, vous ne faites pas de B2B. OK. Pas encore. Pas encore. En tout cas, c'est dans le pipe de se dire de développement. Pas encore, parce que on a une demande en fait qui est de plus en plus conséquente de la part des professionnels, là, cette fois-ci de l'immobilier, notamment de la gestion immobilière, pour mettre en place des outils et créer une plateforme dédiée à leur destination. Hein, donc il faut que... Il y a une cible que tu as travaillé par le passé qui sont les CGP, qui eux, peut-être, il y en a certains, il y en a très peu, mais gardent aussi la gestion locative, entre guillemets, qui accompagnent leurs clients. Alors c'est minoritaire, mais peut-être que c'est un service qui serait à même à se développer, parce que si demain ils ne vendent plus de Pinel, ils vont devoir développer des services. Non, mais, tu sais, ça fait 30 ans que je fais ce métier. Les dispositifs fiscaux, on en a toujours eu. Là, alors aujourd'hui, c'est pas dans la volonté stratégique et politique de mettre en place un nouveau régime fiscal. Ça n'empêche pas moins que le marché s'est effondré. Donc c'est tout un pan de l'économie qui est impacté aujourd'hui. Ça a des répercussions fiscales. Quand tu vends du neuf, il y a un truc qui s'appelle la TVA. Il n'y a plus de TVA. Donc c'est un manque à gagner, si tu veux. Quand tu vendais de l'ancien, tu as le droit d'enregistrement pour la commune, pour le département, pour l'État.
T'as plus tout ça aujourd'hui. Donc, tu as un manque de recettes, t'as un manque de Mm. recettes fiscales, si tu veux. Donc, tu as un manque de recettes fiscales, t'as un déficit de logement. La seule chose qui a bien fonctionné, enfin, quand tu veux inciter une tranche de la population à arbitrer dans tel ou tel sens, ton seul levier, c'est le levier fiscal. Faut inciter les gens. Et comme disait ma grand-mère, on n'attire pas les mouches avec du vinaigre. Si tu veux, déjà que les taux d'intérêt sont assez surmontés par rapport à ce qu'on a pu connaître il y a quelques années, même si pour moi c'est une anomalie, hein, ce qu'on a vécu. L'argent à 1%. Quand tu as une inflation à 2 ou à 3, c'est pas possible. Enfin, intellectuellement, c'est pas possible. Ça veut dire que dès la deuxième année, on t'a donné de l'argent. Hein, donc, Ah oui, c'est ça. Ouais. voilà. Il y avait une aberration économique à ce niveau-là. En tout état de cause, aujourd'hui, on n'a plus les recettes fiscales qui sont attachées à tout cet investissement immobilier, à l'immobilier en règle générale. Donc, il va falloir redynamiser effectivement toute l'industrie, toute la chaîne. Et comme tu le sais, quand le bâtiment va, tout va, hein, comme disaient nos anciens. Aujourd'hui, ça va plus, donc ça va être compliqué. Donc, je ne doute pas qu'à un moment donné, on n'est pas les sages de Bercy qui se disent, mais attendez, on peut peut-être mettre un petit peu de pièces dans la machine d'un côté pour pouvoir en récupérer de l'autre, parce que là, on ne récupère plus. C'est une question d'équilibre. Est-ce que tu penses qu'ils vont ressortir un dispositif équivalent à Pinel dans les mois qui vont venir? L'équivalent, l'équivalent de Pinel, non, je pense pas. Les dispositifs se suivent mais se ressemblent pas. En 30 ans de temps, on en a eu un certain nombre. Que, on a eu des régimes d'amortissement, il y a eu plein de choses. Il y a eu plein de choses. Alors que les techniciens de Bercy se posent effectivement sur un régime un petit peu différent, calqué sur ce qu'on. Il y a un régime qui marche pas mal, c'est le régime applicable effectivement, au LMNP, si tu veux, que tu connais certainement, avec certainement Ouais. très, très. Le régime de l'amortissement, ça marche pas mal. Fiscalement parlant, l'impact est assez mineur. Il y a un mixte à faire, il y a un mixte à faire là-dessus, mais il faudrait également, à mon sens, hein, l'étendre à l'ancien. Si tu veux pas se dire, faut relancer la machine. Faut relancer la machine. Et pour lancer la machine, le neuf, on n'en a plus, si tu veux, puisque ça construit plus. Donc, il faut aller chercher ce qui existe déjà pour fluidifier le marché. Faut relancer. Hein, Après, dans les MNP, nous, on fait que de l'ancien. Il marche très bien, mais bon, il a été détricoté un petit peu fin d'année dernière, mais uniquement sur la partie, je pense, location saisonnière, location courte durée, meublé de tourisme. Je pense que c'est un peu le sujet. Mais tu vois, moi, j'étais de ceux qui disaient, c'est pas possible, ils vont ressortir quelque chose. Mais j'ai l'impression que plus les mois avancent, ils sortent rien. Donc, en fait, je ne sais même pas où ils vont. Donc là, on a un nouveau ministre du Logement, M. Casbarian, qui est là. Je pense que maintenant qu'il y a un ministre délégué, il va peut-être sortir quelque chose, j'en sais rien. Mais tout porte encore depuis 2 ans que ça, tu vois, il y a la fin du Pinel sur les maisons individuelles, la fin du Pinel sur l'investissement locatif. Bon, il n'y a que des qui vont dans le sens de la rétrogradation, tu vois. Ouais. Quand tu prends le sens de la politique générale depuis des années maintenant, ça a été de défavoriser, entre guillemets, l'investissement immobilier au profit de l'investissement immobilier. Globalement, faut remettre du cash dans l'économie, il faut remettre du cash dans l'entreprise, c'est un parti pris, si tu veux. Ok, pourquoi pas. Moi, je fais pas de politique, je suis pas économiste, je suis Bien juste un sûr. homme. Voilà, je suis juste un homme du terrain. Je vis du marché immobilier depuis un peu plus de 30 ans aujourd'hui. Je connais bien ce marché et on en connaît les rouages. La seule chose que je sais aujourd'hui, c'est que le marché s'est effondré en termes de volume. On a parlé des promoteurs, mais je pense également à nos amis agents immobiliers qui souffrent Ouais. comme aujourd'hui, au réseau de mandataires, c'est pareil. Enfin, tous les acteurs de l'intermédiation dans l'immobilier en dehors du bâtiment, c'est effectivement compliqué. Je te parle même pas également des acteurs de la rénovation, hein, puisque ces gens-là, c'est pareil, hein, pour moi, je les assimile à la construction. Tous ces acteurs aujourd'hui sont à la peine et ce sont des rentrées fiscales en moins. Et on a besoin de rentrées fiscales. Ça, c'est Donc, sûr. à mon sens, l'élément déclencheur, je peux me tromper, hein, mais à mon sens, l'élément déclencheur, c'est une impulsion qui émanera de Bercy en disant on se prive de recettes fiscales relativement conséquentes sur un pan de notre économie qui n'est pas négligeable. Euh, il faut qu'on puisse remettre des pièces dans la machine. Et pour remettre des pièces dans la machine, il faut qu'on réincite effectivement les gens à revenir
à revenir sur ces secteurs-là, étant précisé que l'immobilier, ce sont des emplois derrière, ce sont des entreprises derrière, c'est du business derrière. C'est pas il y a des hommes, il y a des femmes qui travaillent, il y a des entreprises qui payent des impôts, qui payent des taxes, qui payent des charges. C'est pas uniquement de la rente de situation, l'immobilier. Non, ça, C'est un peu la caricature que l'on a l'impression de ressentir à tort ou à raison, hein, mais depuis quelques années, l'immobilier n'est pas qu'une rente de situation, c'est un pan de l'économie qui est conséquent, hein, et nous avons tous besoin de nous loger. Hein, on ça, a c'est sûr. besoin de nous loger. Enfin, tous les rapports parlent de façon criante d'un déficit de logement en France. On le sait, on le sait. On a besoin de construire, on a besoin de faire face à la variation démographique, au changement des modes de vie également. On a de plus en plus quand tu prends les stats de l'INSEE et tu prends le nombre de célibataires par rapport aux gens en couple ou en famille, c'est édifiant. C'est édifiant. J'ai chiffre à vérifier, mais je crois de mémoire, on est à près d'un tiers. Un tiers C'est énorme. un tiers des ménages, ce sont des personnes seules. Alors, ça ne veut pas dire qu'ils sont seuls dans leur vie, mais ils ont leur logement. Ouais, c'est sûr. Ils ont leur logement. Donc, le mode de vie a fait qu'effectivement, on a quelque chose à faire. Donc, pour revenir sur Gabello, c'était de se dire, on va essayer de fluidifier tout ça, tout en tout en sécurisant effectivement l'investisseur locatif. Hein, et puis en le déchargeant également de toute sa problématique de gestion financière. Parce qu'on a beaucoup de multipropriétaires qui nous disent, eux qui n'ont pas la problématique en fait de régler leur crédit le 5 du mois, ils ont cette chance-là, mais ils nous disent, mais les avis d'échéance, les relances, la gestion des CAF, etc., on n'en peut plus. On n'en peut plus. Ouais, ce que j'allais te dire, c'est qu'il y a une charge mentale d'un investisseur immobilier qu'on ne dit pas sur Internet, sur les réseaux, tout ça. C'est qu'en fait, c'est bien d'investir, mais quand tu le fais toi tout-même et que il te faut des outils autour, alors on ne va pas les citer, mais tu as plein d'outils qui peuvent te permettre, mais tu as quand même une charge mentale tous les mois de dire est-ce que c'est bien payé, est-ce que le juridique est fait, est-ce que l'administratif est fait. C'est du temps. C'est du temps. Alors, effectivement, si tu as deux, trois lots, c'est pas ce qui va te prendre le plus de temps. Si tu as bien sélectionné tes locataires, c'est pas ce qui va te prendre plus de temps. Mais quand bien même, il y en a, et moi je dis souvent, ça dépend des profils d'investisseurs. Il y en a qui veulent s'occuper de beaucoup de choses, et il y en a qui veulent s'occuper, mais vraiment de rien, même de la charge mentale. Et la charge mentale dans l'investissement immobilier, moi, comme je dis familièrement, le taux d'emmerde, et il faut savoir se mettre son curseur de 0 à 10. Voilà. Et Avec Gapello, on n'est pas administrateur de biens, on n'est pas agent immobilier, donc on n'a pas coupé la relation avec le locataire. Un locataire qui a des soucis ou des désordres dans son logement, il va les gérer directement avec le propriétaire. Donc ce que je dis souvent aux équipes, c'est de dire à nos clients propriétaires, vous parlez de tout ce que vous voulez avec vos locataires, sauf d'argent. C'est déjà énorme. Donc c'est même bien. il parle de tout, hein, il parle du logement, il parle des voisins, il parle de la vie en règle générale, mais jamais d'argent, puisque l'argent, ça passe par nous. Hein, si le locataire a une difficulté, ce n'est pas le problème du propriétaire, c'est la nôtre, il est toujours payé, et on fera en sorte effectivement de gérer au mieux cette difficulté. Il faut savoir, je t'en ai pas parlé, mais dans le cadre d'une démarche responsable, vis-à-vis les accidents de la vie, ça peut arriver, si tu veux. Et les locataires ce sont tous des gens de bonne foi, qui sont tous comme tout le monde, avec des problèmes qui peuvent arriver et qui sont à accompagner. Le but du jeu pour nous, c'est également de réussir à accompagner nos clients locataires lorsqu'ils ont des difficultés, alors sans préjudice des intérêts du bailleur, qui lui est toujours payé le premier du mois, quoi qu'il arrive, si tu veux. Non, mais dès l'instant qu'on a un souci qui est identifié, on a un partenariat avec la Fédération Crésus. La Fédération. Les locataires, nos clients locataires peuvent nous demander effectivement d'être mis en relation avec un conseiller Crésus ou une antenne Crésus à proximité de leur lieu de domicile. Hein, et la démarche est prise en charge par nos soins. Donc, ils n'ont rien à payer et ils sont accompagnés dans leur démarche. Alors, développe ça, c'est intéressant parce que du coup, ça, j'ai jamais entendu. C'est qu'en gros, ça leur permet c'est un peu un organisme d'endettement. Ouais, c'est ça, en fait. La Fédération Crésus, c'est un organisme qui est présent sur tout le territoire national et qui a vocation effectivement à aider tout le monde, hein, qu'il soit propriétaire, locataire, etc., à aider tout le monde dans la structuration de son budget et dans les difficultés financières. D'accord.
tu vas avoir qu'un client va avoir une difficulté à la suite d'un événement imprévu, hein, ou les circonstances de la vie qui font. Voilà, tu as terminé un CDD, parce qu'on a dit tout à l'heure que on prenait les CDD. Tu peines à trouver un emploi derrière, tu te retrouves en fin de droit à chômage. Bah, tu fais comme tu veux, mais là, le bassin d'emploi dans la zone où tu es est très compliqué, tu te retrouves en difficulté. On va le faire accompagner, enfin, on va lui proposer. On n'impose jamais. Ouais. On propose, ce qui est tout à fait normal. On va lui donc lui proposer d'être accompagné par la fédération Crésus. La fédération va chercher à trouver les solutions. Alors les solutions, ça va passer par une renégociation aux besoins de ses emprunts et crédits avec les organismes bancaires, demander les intérêts, un moratoire de paiement auprès des uns ou auprès des autres, organiser au besoin le dossier de surendettement si c'est nécessaire. Voilà, tous ces gens-là s'occupent de ça, avec toujours en ligne de mire le plus important pour la fédération, c'est que la personne puisse conserver son logement. D'accord. Oui, non, mais c'est effectivement un engagement sociétal qui est malheureusement sous-estimé. Total. Il y a il y a une chose que je t'ai pas posée comme question, alors c'est un peu du coq à l'âne, mais c'est pour le propriétaire, qui c'est qui paye la solution Gapello et combien elle coûte? Parce que tu as un exemple sur le site, hein. J'ai vu un loyer de 800, ça fait 4,5, j'ai l'impression du loyer. J'aimerais que si je me trompe, de me décortiquer un petit peu ça. La solution Gapello est d'abord gratuite pour les candidats locataires et les locataires. D'accord. Le Bon, ça locataire, c'est. voilà, le locataire, il n'a rien demandé, il a juste besoin de se loger. D'accord. Mm. Donc c'est normal, effectivement, intellectuellement pour nous, que la solution soit gratuite sur les locataires et sans aucun frais à quelque niveau que ce soit. Bon. Donc la solution est souscrite par le propriétaire. C'est normal, entre guillemets, comme c'est lui qui l'a souscrit, qui la règle, surtout que c'est déductible de ses revenus fonciers. La solution est souscrite par le propriétaire et le forfait Gapello, c'est un forfait, c'est pas un pourcentage. Le forfait D'accord. Gapello, 34,90 € jusqu'à un loyer de 800 €. Et au-delà de 800 €, il convient de rajouter 4 € par tranche de 100 € complémentaires. D'accord. OK. Un loyer à 900 €, ça te fait 38,90 €, uniquement déduit du paiement de ton loyer le premier jour du mois. Donc, si tu as un loyer de 900 €, on va te payer 900 € moins les 38,90 € le premier jour du mois, avant 10 h du matin, c'est sur ton compte bancaire. Hein, et cette somme-là, c'est déductible de tes revenus fonciers. Il n'y a pas d'autres frais qui sont comptabilisés. On a un premier forfait qui est compté après la signature du bail, Ouais. puisque en fait, tout le travail d'analyse des dossiers candidats locataires, les algorithmes que l'on a pour vérifier les pièces, on pourra en parler de ça si on a le temps, sur les dossiers frauduleux ou constitués de toutes pièces, parce qu'on en a malheureusement quelques-uns. Où on en voit passer quelques-uns, donc on paye effectivement spécifiquement ces solutions-là. La rédaction du bail, la mise en signature numérique, le machin, etc. Tout ça, on compte un forfait qui est comptabilisé donc après la signature du bail, et ensuite au premier paiement chaque jour, chaque premier du mois. Voilà, OK. voilà. Et il n'y a pas d'autres frais chez Gapello. D'accord. Non, mais je vois que la solution pour les propriétaires enlève beaucoup de charge mentale. Et comme tu dis, j'aime bien ta punchline sur on s'occupe de l'argent. Je pense que c'est en France très, très, très important quand on investit, qui est vraiment sous-estimé. Mais du coup, un petit peu, c'est quoi un peu la suite pour Gapello? Là, vous êtes un développement, je dirais, franco-français, parce que les règles à l'étranger ne sont pas les mêmes. Est-ce qu'un modèle comme Gapello peut s'adapter à un marché étranger, je dis européen, voire je sais pas, international? C'est quoi un peu les ambitions derrière de Gapello? Mission derrière, on a une feuille de route qui est assez chargée, et notre équipe de développeurs souffre, ce qui est tout à fait normal parce qu'on en rajoute au fur et à mesure. Toujours pareil, on écoute les clients. Voilà, donc on va enrichir la solution dans les prochains mois. On a notamment on va intégrer une plateforme de gestion technique, effectivement de facility management, de façon à pouvoir aider la relation propriétaire-locataire sur la gestion des incidents dans les logements. Hein, je rappelle, on n'est pas agent immobilier, donc on passe pas de commandes, on passe pas de ceci, on passe pas de cela. Nous, notre boulot à nous, c'est de faciliter la vie de nos clients bailleurs et locataires, et de leur mettre les outils à disposition. Donc, on a la plateforme de gestion technique qui est prévue là sur les prochains mois. On a le déploiement également on a la préparation de la solution en B2B.
pur, suite effectivement à la demande du marché qui était également prévue d'ici 8 mois. On est sur la fin de l'année prochaine, début de l'année suivante. On est interpellé sur différents. Tu parlais des marchés européens. On est interpellé déjà sur différents marchés. On a nos amis belges qui nous ont sollicités de façon assez forte. Nous avons nos amis anglais également qui nous ont sollicité, nos amis allemands qui nous ont sollicité, nos amis espagnols qui nous ont sollicité parce que le produit n'existe pas, où que ce soit effectivement en Europe. Savoir que la France, on est très très en avance, nous, sur tout ce qui est assurance loyer impayé, ce qui n'est déjà pas le cas dans les autres pays européens. Rappelle-toi, on est le champion du monde de la copropriété, on est le champion du monde de choses, on est le champion du monde du réglementaire surtout. Et comme on est le champion du monde du réglementaire, il a fallu trouver les outils effectivement pour accompagner le réglementaire. Un peu le serpent qui se mord la queue. Donc on a une feuille de route à l'international qui est prévue à l'échéance 24 mois à peu près, avec un déploiement dans 7 pays européens au fur et à mesure qui sont programmés. Voilà. Une question, tu vois, naïve, mais pourquoi des boîtes comme Foncia, Nexity, qui ont des sociétés de gestion, ils ne développent pas ce genre de produit? Pourquoi il y a besoin de Gapello? Tu vois, alors je suis un peu provocateur, mais tu vois, Pierre, moi je me dis, punaise, il faut un mec comme Pierre et ses associés sortir une solution. Dans leur écosystème, on s'adresse pas au même marché. Nous, on n'est pas administrateur de biens, on n'est pas professionnel de l'immobilier, on ne gère pas pour le compte du client. Eux gèrent pour le compte du client. Ouais, mais eux, ils peuvent créer un organisme financier à côté, développer, tu vois, en mode start-up ce que vous faites, et que ce soit internalisé, quoi. Les attentes qui sont exprimées aujourd'hui par nos futurs partenaires en B2B, c'est effectivement de pouvoir nous interfacer sur leur système. Ah bah oui. Voilà. Donc ça, c'est une brique effectivement qu'on est en train de préparer, de façon à pouvoir s'interfacer sur les systèmes et notamment s'interfacer comptablement. C'est bien beau de payer les loyers de tout le monde le premier du mois, sauf que quand tu t'appelles l'agence X ou Y, si tu veux, tu as ton portefeuille de gestion, tu as tes 800, 1000, 1200, 2000, peu importe, propriétaires. Tu vas envoyer les comptes de gestion à tes propriétaires tous les mois. Tu as un organisme financier qui t'envoie le montant de tous tes loyers. C'est top. Sauf que, idéalement, les informations, elles sont poussées automatiquement dans ton outil comptable également. Donc, il faut qu'on réussisse à interfacer tout le monde. C'est ça qui est compliqué. Ouais. Voilà. C'est exactement là qu'est la différence. C'est effectivement réussir à interfacer tous les outils pour pouvoir pousser la donnée. Pour pouvoir pousser la donnée. Donc, on a une brique complémentaire. Je pense que les gros acteurs que je connais très très bien, je respecte, les gros acteurs sont sur un business model qui est pas le nôtre, c'est pas leur métier. Ils cherchent naturellement à satisfaire les attentes et besoins de leurs clients en prenant en main toute la gestion et en les délargeant de toute la charge mentale complète, puisque c'est eux qui représentent au quotidien et qui prennent pour le compte de leurs clients. Donc on a une brique complémentaire qui vient s'interfacer. Savoir que Gapello, c'est quand même près de 3 ans de développement. Ouais, quand même. On a mis beaucoup d'argent, effectivement, sur le produit. Il y a une véritable expertise métier. Voilà. Après, à mon sens, ça ne sert à rien de refaire l'eau chaude quand tu as un produit qui existe. Quand tu es un acteur sur le marché qui est connu, reconnu, qui a une force sur le marché et que tu te dis, tiens, ce produit-là, ce serait bien de l'avoir, de l'intégrer effectivement à mes solutions. Tu as 2 solutions. Soit tu fais appel à lui et puis tu lui dis comment on fait pour travailler ensemble. Soit tu te dis, mais je vais monter le truc de mon côté, machin, etc. Et tu as perdu 3 ans de plus. C'est ça le truc, si tu veux. C'est idiot. Un jour, vous serez racheté. Mais c'est pas dans franchement, la vente, c'est dans la vie de toute entreprise, bien évidemment. Donc c'est pas quelque chose qu'on peut dénigrer en disant non, on vendra jamais, pas du tout. Non, c'est pas. Bien sûr. Bien sûr qu'on vendra un jour, pardon. Après, dans quelles conditions? Un acteur industriel, un partenaire industriel, un partenaire financier. Je sais pas. Franchement.
C'est pas l'heure du jour aujourd'hui. Nous, on a juste besoin d'avancer. On a besoin de continuer à progresser dans notre produit, à rajouter des briques au fur et à mesure, à nous adresser à des marchés qui sont en demande aujourd'hui. Et puis ensuite, on verra. Hein. Ensuite, on verra, mais c'est pas prévu dans un court ou moyen terme, si tu veux. D'accord. Bon, de toute façon, on arrive un petit peu à la fin de l'épisode. Du coup, j'aimerais, est-ce qu'il y a des choses que j'ai oublié de parler, que tu souhaitais peut-être évoquer, une actualité ou pour clôturer un petit peu le podcast qu'on n'a pas échangé là? Ouais, il y a une actualité, c'est le marché locatif. Il est de plus en plus difficile aujourd'hui de trouver un logement. Le marché est grippé. Oui. Le marché est grippé, alors on connaît les raisons aujourd'hui. Hein. Les locataires, ceux qui devaient acheter, ils n'achètent plus. Hein. Donc globalement, ils déménagent plus. Et comme ils déménagent plus, le logement n'est pas vacant. Et puis les nouveaux, ils peuvent pas louer. Et ceux qui étaient bien, qui avaient les moyens de relouer d'habitude correctement, ils ne bougent plus non plus. Hein. Donc globalement, sur le marché locatif est compliqué. Parce qu'on a énormément de demandes effectivement pour les produits et on a énormément de demandes de candidats qui sont malheureusement qui sont dans des situations relativement difficiles. Voilà. Qui sont dans des situations relativement difficiles. Donc c'est un véritable drame, si tu veux, quand on a des clients bailleurs qui vont inviter 3, 10, 15 candidats locataires et que sur les 15 candidats locataires, on lui explique gentiment qu'il y en a 7, ça ne va pas le faire. Et que les 3 potentiels, faut qu'ils se dépêchent pour leur signer. Ils vont trouver ailleurs. Donc non, l'actualité du marché locatif est compliquée, comme le marché de la transaction, avec une recrudescence malheureusement de fraude documentaire. C'est quelque chose que l'on voit énormément depuis quelques mois. Alors blâmer, oui, puisqu'on ne peut pas, quand tu fais un faux, globalement, c'est un faux en écriture, c'est sanctionné pénalement, hein, si tu veux. Les gens, on constate que certains candidats sont prêts à tout pour un logement. Et ça, c'est quelque chose qui nous fait mal au cœur, si tu veux, parce que être prêt à faire des bêtises pour réussir à avoir un toit, c'est compliqué. C'est compliqué. Donc, on est véritablement impatients tous. Déjà, on attire l'attention effectivement des propriétaires lorsqu'ils ne passent pas par nos services, parce que nous, on vérifie l'ensemble des pièces, de faire attention aux documents qui sont transmis. Hein, notamment, on a même vu passer des faux avis d'imposition. On n'avait jamais vu ça, des faux avis d'imposition. Il faut être péchu pour faire un faux avis d'imposition quand même. Donc, faire attention à tous ces documents-là et on attend avec impatience effectivement que le marché se dégrippe, hein, qui va passer par le marché de la transaction, le marché de la location, etc. On est assez inquiet là sur la saison locative qui va débuter d'ici 6 semaines. Voilà. On espère que le marché va un petit peu plus se fluidifier, que les gens vont continuer à vouloir bouger parce que on a toujours besoin de louer dans le plus grand quand la famille s'agrandit ou changer de région parce qu'il y a la mobilité professionnelle. Hein, donc, on a une grosse inconnue là sur l'état du marché locatif dans les mois qui viennent. D'accord. En espérant qu'il se dégrippe fin d'année ou début d'année prochaine, c'est un peu ce qui se dit un petit peu. Alors, le marché locatif, on espère qu'il va se dégripper à plus court terme que ça. Parce que la saison haute sur le marché locatif, c'est globalement 15 mai, 15 septembre. Sur ces quelques mois, on réalise en volume 70% des locations de l'année. Donc, il faut qu'il se dégrippe. Hein, donc, on ignore le comportement encore effectivement des locataires en place qui vont donner congé, parce que c'est ça le nerf. Hein, et on espère véritablement, après 18 mois d'inertie effectivement du marché, qu'on ait un petit déblocage de façon à permettre au plus grand nombre d'accéder, tout simplement. D'accord. Parce que là, juste dernière question, là, vous êtes quoi? Vous avez levé, vous n'avez pas levé, vous êtes autofinancé, c'est comment vous faites aujourd'hui? On est en financement fonds propres depuis l'origine. Ah ouais, ça c'est beau ça. Ça c'est beau. Alors, financement fonds propres comment? Rappelle-toi, au début de notre entretien, je t'avais dit qu'on avait monté une structure qui s'appelait Sofinity. Ouais. En 2020, hein, et les fruits de la vente ont permis effectivement de construire toute la plateforme et tout ce que l'on fait aujourd'hui. Donc on a réinvesti. Hein, on n'a pas vendu pour se mettre au soleil. Hein, on a vendu pour réinvestir l'argent et pour proposer une solution différenciante et une sérénité locative aux investisseurs locatifs. Non, mais c'est très très bien. Après, je pense qu'il n'y a pas, c'est pas contre-lever. Si ça se présente, peut-être que vous le ferez, mais bon, c'est pas une fin pour vous et tant que vous pouvez le faire. Voilà, la levée est une nécessité. Quand c'est une nécessité, il ne faut pas hésiter à le faire. Voilà, ouais.
D'abord les fonds propres, après le concours bancaire si le banquier est sympa, hein, et ensuite la levée, parce que la levée, globalement, tu fais rentrer des nouveaux gens chez toi, Ouais. qui n'ont peut-être pas partagé la même vision, tout dépend de leur implication opérationnelle et la prise de participation qu'ils réalisent derrière. Les organisations stratégiques de l'entreprise peuvent être impactées. Ça peut être une très bonne chose pour accélérer ta croissance, mais c'est pas une finalité. Dire j'ai levé 1 million, 2 millions, 3 millions, 50 millions, peu importe, je suis devenu super riche. Non, enfin, t'es pas devenu super riche, gars. C'est pas parce qu'on a valorisé ta boîte 100 millions sur le papier ou 50 millions sur le papier que tu les as dans ta poche. D'abord, tu n'as plus que 10% de la boîte, et ensuite, comme disait ma grand-mère, c'est comme les actions à la bourse, tant que tu n'as pas vendu, tu n'as pas perdu ou tu n'as pas gagné. J'aime bien ta grand-mère. Bon, en tout cas, Pierre, on arrive là vraiment à la fin. Je te remercie beaucoup pour ton temps et la solution Gapeo. Écoute, nous, on ne pourra pas l'utiliser à 100% du temps, mais je vois pas mal de synergies qu'on pourra faire. Mais bon, ça, on verra dans un court et moyen terme. Où est-ce que les gens peuvent te contacter? Est-ce qu'on met directement le lien de Pierre ou même carrément le lien d'inscription à Gapeo? Je ne sais pas. Mais où est-ce qu'on peut te trouver pour échanger avec toi? Peux mettre le lien du site simplement, gapello.fr. Juste pour terminer sur Gapello, on a très à cœur la relation client. Et ça, je pense que tu l'as compris. On est une plateforme, mais les clients, voilà, C'est pas moi qu'il faut convaincre, c'est les gens qui vont écouter. Donc moi je suis aussi là, c'est que voilà, j'ai fait un peu mes recherches et le podcast permet d'affiner ça. Mais ce qui vont convaincre, je pense que tu l'as très bien fait, les auditeurs. C'est eux qui, on est complètement d'accord, pas moi. ce qui est assez amusant, c'est que quand les clients publient des avis sur Google, ils ne parlent pas du produit, ils parlent de la relation qu'ils ont Ouais. eue avec l'équipe en disant mais j'ai été très très bien accompagné, conseillé, ils sont disponibles, réactifs, à l'écoute. C'est vraiment ce que retiennent le client. Mais ils sont venus chez nous pour le produit en tant que tel, et ce qu'ils retiennent au final et ce qu'ils recommandent, c'est l'accompagnement qu'on peut avoir à leur côté au quotidien. Et ça, Et ça, euh, c'est une grosse satisfaction pour nous, parce que c'est un petit peu le défaut qu'on fait aux plateformes digitales, c'est ouais. la déshumanisation entre guillemets, et c'est une erreur, puisque on a besoin de contacter le client, on a besoin de discuter avec le client. Il y a pas un client qui s'inscrit chez nous qui n'a pas quelqu'un au téléphone parce qu'on l'appelle. Hein, c'est Il y en a systématique. beaucoup, il y en a beaucoup qui devraient prendre conseil, ou en tout cas écouter tes paroles, parce que dans le monde de l'immobilier, c'est beaucoup le contraire. Mais en tout cas, on partage les mêmes valeurs là-dessus et ça, c'est top. Bah, écoute, merci Pierre, franchement, pour ton temps, ça a été un plaisir et j'espère que cet épisode plaira, je n'en doute pas. Et je vous dis ciao à tout le monde. Merci beaucoup, Michael. Au revoir. Et voilà, c'est la fin de l'épisode. J'espère que cela vous a plu. Mais bon, on va pas se quitter comme ça. Et il existe 3 moyens pour continuer ensemble. Le premier, c'est de me faire des retours. Je réponds à tout, croyez-moi. Le deuxième, c'est une newsletter. On parle immobilier bien évidemment, stratégie immobilière, mais on partage aussi nos dernières opportunités, ou si tout simplement vous pouvez découvrir l'avancée de notre aventure chez Greening. Le troisième moyen, c'est qu'on est expert en investissement locatif. On accompagne les particuliers à investir sous 2 verticales. Soit clé en main, on fait tout, chasse, rénovation, ameublement, gestion locative, ou avec notre accompagnement en plusieurs sessions. C'est vous qui faites, mais on est à vos côtés à chaque étape. Voilà, de toute façon, tous les liens sont dans la description. Je vous dis à très bientôt. Ciao.